Voilà, on va commencer, hein, on commence à l'heure à la Société historique. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus nombreux. Hein. Ce soir, on fait le plein. Toutes les chaises, presque toutes, il n'y en a pas encore là, mais presque toutes les chaises sont occupées. Je tiens aussi à remercier les Cotrésiens qui ont fait le voyage depuis le lointain sud du département. On a 2 Cotrésiens, dont le président des membres de la Société historique régionale de Villers-Cotterêts, dont le président Alain Arnaud. Je leur remercie d'être venu. Alors, d'abord, je vais commencer par vous donner quelques nouvelles de l'association. Vous allez recevoir prochainement le programme pour les activités de la fin du premier semestre. Donc, vous notez bien que le mercredi 3 avril, il y aura une conférence. Donc, le mercredi 3 avril à partir de 18h. Et ce sera une conférence sur Pierre Sellier, le clairon de l'armistice. Vous savez peut-être que le département de l'Aisne a racheté ses effets personnels qui sont exposés ici au premier étage. Voilà, donc il y a un livre qui vient de sortir sur Pierre Sellier et les auteurs viendront nous le présenter. Et là, ensuite, il y aura une conférence le mercredi 15 mai. Donc oui, 2 mercredis. Le mercredi 15 mai à partir de 18h, ce sera une conférence de Michel Gasser qui sera consacrée à Pinon, au village de Pinon, pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Et après, ce seront les vacances. On commencera au mois de septembre. Et avant-hier, le conseil d'administration de la Société historique de Picardie s'est réuni. Et donc, on a procédé à l'élection d'un nouveau bureau. Alors, il y a quelques changements. Charles de Kérimel a souhaité passer la main. Il a souhaité ne plus être trésorier de la Société historique de Haute-Picardie. Et donc, c'est Arnaud Ziegelmeyer qui prend le relais. Voilà, c'est notre nouveau trésorier. Sinon, le secrétaire reste Jean-Christophe Dumas, que vous connaissez bien. Et j'ai été réélu président de la Société historique de Picardie. De 3 ans, parce que ces élections, elles ont été faites en fonction des nouveaux statuts que vous avez adoptés lors de l'Assemblée Générale du 18 décembre dernier. Alors, je tiens à préciser tout de suite que ce sera mon dernier mandat. En 2022, j'aurai déjà fait quasiment 10 ans. Donc je laisse la place à plus jeune que moi. Et donc, s'il y a un volontaire, eh bien vous allez avoir l'occasion de vous manifester. On va essayer de vous solliciter dans les 3 prochaines années pour essayer d'assurer la relève. Voilà. Donc j'arrêterai au début de l'année 2022. Voilà. Donc vous êtes prêts? Vous aurez l'occasion de vous le répéter à plusieurs reprises. Voilà, alors ce soir on a le plaisir d'accueillir Monsieur Bod qui va nous parler de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Alors d'ailleurs en ce moment on fait un petit cycle sur Villers-Cotterêts, on a eu le général Dumas le mois dernier, là cette fois-ci l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Alors Monsieur Bod, c'est un ancien élève de l'École nationale des chartes. Il a obtenu son diplôme de l'École nationale des chartes en 2018, donc il est fraîchement diplômé. Et vous savez peut-être que les élèves de l'École nationale des chartes doivent soutenir une thèse d'école à la fin de leur scolarité pour obtenir le diplôme d'archiviste paléographe. Et M. Bod a choisi de travailler sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Et le sujet l'a tellement passionné qu'après l'obtention de son diplôme, il s'est engagé dans une thèse de doctorat à l'université de Paris 2, Panthéon-Assas. Et donc lui, c'est un spécialiste, c'est un historien du droit. Et donc, il s'intéresse à l'ordonnance de Villers-Cotterêts, surtout du point de vue juridique. Voilà. Et donc, on attend avec impatience la fin de sa thèse, qui sera encore plus complète que sa thèse de l'École nationale des chartes. Si vous voulez prendre connaissance de sa thèse de l'École nationale des chartes, vous savez qu'il y a des résumés des thèses des élèves de l'École des chartes qui sont disponibles sur le site de l'École nationale des chartes. Et je vous indiquerai le lien, mais on peut lire le résumé de sa thèse. D'ailleurs, l'Union, parce que vous avez peut-être vu que dans l'édition de Soissons, l'Union a consacré à M. Bod toute une page, qui est dans l'édition de Soissons, c'est paru dimanche. D'ailleurs, je vous l'ai envoyé, donc vous la connaissez. Et dans l'article qui est paru sur le site
de l'Union. Il y a d'ailleurs un lien vers la thèse de M. Baud, vers le site de l'École nationale des chartes. Voilà, alors vous savez que c'est un sujet d'actualité, parce que le président Macron a décidé de faire du château de Villers-Cotterêts une cité de la francophonie. Donc l'ordonnance de Villers-Cotterêts est vraiment au cœur de l'actualité de Villers-Cotterêts, mais aussi du département de l'Aisne, de la France et de la francophonie. Voilà, je vous laisse la parole, je vous remercie d'être venu. Merci. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir à tous. Avant de commencer cette conférence... Alors, on n'a pas de micro. On n'a pas de micro. N'hésitez pas à me dire si je ne parle pas assez fort. Un petit peu plus fort. Plus fort ? Très bien. Donc, je tiens à vous remercier tous pour votre présence. Je tiens à remercier la Société historique de Haute-Picardie. Et mes remerciements vont particulièrement à M. Éric Thierry pour son invitation, qui m'a extrêmement touché. Invitation qui visait à mieux faire connaître l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Et je suis donc très heureux de pouvoir m'exprimer ce soir devant vous à Laon, tout près du château de Villers-Cotterêts. Château fut signé en 1539, vous l'avez dit, une ordonnance célèbre à laquelle j'ai consacré 5 années de recherche, une thèse d'école des chartes, quelques articles et une thèse de doctorat. L'ordonnance de Villers-Cotterêts. Donc l'ordonnance de Villers-Cotterêts est un texte législatif du début du XVIe siècle, promulgué par François Ier au mois d'août 1539. C'est une ordonnance qui se compose de 192 articles, mais qu'on réduit le plus souvent à 2 d'entre eux, les articles 110 et 111, sur lesquels je vais abondamment revenir. Articles 110 et 111 relatifs à la langue française. Et donc je souhaiterais tenter ce soir une approche plus globale. J'ai donc choisi d'intituler la conférence de ce soir « L'ordonnance de Villers-Cotterêts, déconstruction d'un mythe ». En effet, l'ordonnance de Villers-Cotterêts est devenue l'un des mythes les plus célèbres de l'histoire de France et de la langue française. Certains la considèrent de manière naturellement abusive comme l'une des dates de naissance de la langue française, au même titre que la séquence de Sainte-Eulalie, ou les serments de Strasbourg, donc la cantilène de Sainte-Eulalie, ou séquence de Sainte-Eulalie, qui est le premier texte littéraire composé en langue romane, et les serments de Strasbourg, donc le fameux traité de paix, signé par les fils de Louis le Pieux en 842, et composé en langue romane et en langue tudesque. Donc la séquence de Sainte-Eulalie, les serments de Strasbourg et l'ordonnance de Villers-Cotterêts forment ainsi un triptyque régulièrement assimilé au triomphe progressif de la langue française sur la langue latine. Autrement dit, l'ordonnance de Villers-Cotterêts est l'un des piliers de notre roman national. Elle a une portée philologique et symbolique essentielle, et tous les manuels de droit, d'histoire ou de littérature la consacrent comme une étape essentielle dans l'histoire de la langue française. Cette ordonnance est donc résolument transdisciplinaire. Elle intéresse tant l'historien que l'homme de lettres, et elle est surtout connue des juristes, puisqu'elle est l'un des derniers textes législatifs de l'Ancien Régime à être encore en vigueur. La Cour de cassation, le Conseil d'État, l'ensemble des juridictions continuent aujourd'hui encore à rendre certaines de leurs décisions au visa de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Plus précisément, donc, les juridictions se réfèrent seulement à 2 articles du texte que vous avez sous les yeux, les célèbres articles 110 et 111. Donc, article 110, je cite, « Et afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence des arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il n'y ait ni puisse y avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ni lieu à en demander interprétation. » Et l'article 111, « Et pour ce que telles choses sont souvent fois advenues sur l'intelligence des mots latins contenus, nous voulons que dorénavant tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines ou autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français et non autrement. » Ces 2 articles disposent donc que l'ensemble des actes officiels, qu'il s'agisse d'actes administratifs, d'actes judiciaires ou d'actes notariés, seront désormais rédigés en langue française de manière claire et intelligible. Leur importance est considérable puisqu'ils répondent à un objectif toujours actuel et qui a même désormais acquis valeur constitutionnelle. L'article 2 de la Constitution de 1958 dispose en effet que la langue de la République est le français, et l'article 1 de la loi du 4 août 1994 dispose que la langue française est la langue des services publics. C'est au nom des articles 110 et 111 donc, de l'ordonnance de Villers-Cotterêts que le Conseil d'État et la Cour de cassation ont rappelé que l'ensemble des pièces qui leur étaient communiquées devaient être rédigées en langue française de manière claire et intelligible.
dans son célèbre arrêt Quiver que vous avez sous les yeux, rendu le 22 novembre 1985 à l'endroit d'une requête qui avait été déposée en langue bretonne, le Conseil d'État, donc la Cour suprême de la juridiction administrative, s'appuie sur l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de manière très claire pour ériger l'obligation d'user du français en principe général de procédure. Le tribunal de grande instance de Lille, dans une décision du 27 janvier 2008, rappelle, vous l'avez sous les yeux, que l'ordonnance royale de Villers-Cotterêts, toujours en vigueur, rend obligatoire l'usage de la langue française dans tous les actes officiels. Et dans un arrêt du 13 décembre 2001, la Cour de cassation proclame que l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 fonde la primauté et l'exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales. Et il ne s'agit là que des arrêts les plus célèbres, il y en a bien d'autres, la jurisprudence est abondante. Au terme de l'ordonnance, tout magistrat est fondé à demander la traduction en langue française d'une pièce rédigée en langue étrangère ou en langue régionale. Et c'est aussi sur le fondement de l'ordonnance que la jurisprudence a érigé en principe le droit pour tout justiciable non francophone à bénéficier de l'assistance d'un interprète, jurisprudence qui aujourd'hui est particulièrement d'actualité avec la question des migrants. Donc la connaissance que nous avons de l'ordonnance de Villers-Cotterêts se résume donc exclusivement à ces seuls articles 110 et 111, articles sur lesquels des générations d'historiens, de juristes, de linguistes même, ont bâti durant près de 5 siècles un véritable récit légendaire, un véritable mythe. Donc récit légendaire, mythe selon lequel François Ier, père des arts et des lettres, en plein cœur d'une renaissance humaniste, aurait instauré à la fois la primauté et l'exclusivité de la langue française. Donc les articles 110 et 111 de l'ordonnance s'inscriraient dans le cadre d'une politique d'unification du royaume, une unification linguistique, un royaume jusqu'ici morcelé donc entre les innombrables dialectes et patois, donc unifier le royaume autour d'une seule et même langue, celle parlée dans le bassin parisien, c'est-à-dire au fond celle parlée par la royauté elle-même. Et donc le mythe de l'ordonnance de Villers-Cotterêts ne date pas d'hier. Dès la fin du XVIe siècle, le très célèbre juriste Jean Bodin, théoricien de la souveraineté, dans ses 6 livres de la République, voyait dans ses articles une vraie marque de souveraineté, c'est son expression. Le roi était souverain parce qu'il pouvait imposer sa langue et l'usage de sa langue à l'ensemble de ses sujets, et donc rompre ainsi avec le latin, qui était la langue de l'Église, mais aussi la langue de l'enseignement universitaire. Pour les historiens de la littérature, parce qu'elle fut promulguée en 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, par son article 111, aurait anticipé de 10 ans la publication en 1549, entre autres, de la défense et illustration de la langue française par les 7 poètes de la Pléiade. Au XVIIe et XVIIIe siècle, donc juristes et hommes de lettres ont crédité l'ordonnance d'avoir imposé la langue française dans toutes les branches du savoir et donc permis indirectement les progrès du droit, des sciences, des belles lettres en général. En composant son discours de la méthode en français en 1647, René Descartes serait inscrit, selon Derrida, dans la filiation directe de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qu'il considérait comme la loi cardinale et le fil directeur des progrès de la langue française. Au siècle suivant, donc le XIXe siècle, le jacobinisme centralisateur, qui parcourt tout le siècle, a vu dans ses articles un facteur de progrès. L'ordonnance aurait permis l'unification de la nation par la langue. Et vous savez le rôle crucial joué par des générations de hussards noirs de la Troisième République dans la francisation de générations successives d'écoliers. Au XXe siècle, le mythe de l'ordonnance de Villers-Cotterêts a été fortement vivifié en 1989, donc date de son 450e anniversaire. Elle a été l'objet de nombreux hommages, tant dans le monde politique que dans les sphères savantes. Cette ordonnance rassemble de manière évidente. Le ministre de la francophonie de l'époque, Alain Decaux, avait fait le déplacement en personne dans la commune de Villers-Cotterêts et salué l'ordonnance comme, je cite, « le premier pas vers une généralisation de la langue française ». Et à ce titre, il était très exact. L'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France a également rendu un hommage appuyé sur ce point à l'œuvre de François Ier. L'académicien Jean Foyer, que vous connaissez tous, éminent juriste et ancien garde des Sceaux du général de Gaulle, est même allé jusqu'à qualifier l'ordonnance de Marignan du droit français et de la langue française. Et à l'aube du XXIe siècle qui commence, alors même que nous nous approchons de son 500e anniversaire,
qui aura lieu en 2039, vous aurez l'occasion de me réinviter. Les pouvoirs publics continuent de célébrer l'ordonnance, en témoigne l'actuelle volonté du président de la République de faire du château de Villers-Cotterêts un foyer culturel dédié à la francophonie, un centre de recherche international dédié à la francophonie. Donc en somme, comme le résume si bien l'historien britannique Theodore Zeldin, dans son Histoire des passions françaises, je cite, « Nulle part ailleurs qu'en France, la langue n'a été portée en si haute estime jusqu'à accéder au rang de symbole et de mythe national. » Et l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, nous l'avons vu, y a largement contribué. Pour autant, l'idée selon laquelle François Ier aurait prétendu instaurer l'usage exclusif du français est elle-même contestée depuis longtemps dans le monde universitaire. Les historiens, les linguistes, les philosophes s'affrontent depuis des décennies sur la portée exacte de l'article 111, qui dispose, je vous l'ai dit, que les actes seront rédigés en langage maternel français. Selon certains, François Ier, en se référant au langage maternel, entendait imposer à la fois l'utilisation du français et des langues régionales, c'est la fameuse thèse défendue par Henri Père et bien d'autres, mais pour d'autres à l'inverse, en visant le langage français exclusivement, François Ier avait bel et bien la volonté d'imposer l'usage exclusif du français, c'est la thèse de Ferdinand Bruno. Alors par l'ordonnance de Moulins de 1490, Charles VIII avait déjà exigé l'usage des dialectes locaux dans tous les actes de procédure et tous les interrogatoires, et par une célèbre ordonnance de 1510, Louis XII avait exigé l'usage des dialectes locaux pour l'ensemble des actes de justice. Autrement dit, si François Ier avait entendu instaurer l'usage du français et des langues régionales, il n'aurait fait que confirmer la législation de ses prédécesseurs Charles VIII et Louis XII. Mais si son souhait avait été d'établir l'usage exclusif du français au détriment du latin et des langues régionales, dans ce cas, François Ier aurait nettement infléchi la politique de ses prédécesseurs en faveur du français. Le débat reste ouvert, mais l'ordonnance de Villers-Cotterêts est en tout cas célébrée depuis près de 5 siècles comme l'emblème de la langue française et de son histoire. Alors, il est bien évident qu'on ne saurait faire société sans mythe fédérateur. J'ai d'ailleurs eu l'occasion avec la journaliste de l'Union d'expliquer que j'avais beaucoup de respect pour les mythes qui créent un sentiment d'appartenance. Mais il revient naturellement à l'historien de se défaire des constructions, qu'elles soient philosophiques, politiques ou littéraires, pour tenter d'appréhender au plus près la réalité des faits, de sorte qu'analyser un ancien texte législatif implique de le replacer dans le contexte exact qui lui a donné naissance. Pour en saisir la portée, il convient d'abord de comprendre les motivations du législateur, les modalités de sa rédaction, de sa promulgation. Dans cette perspective, il est nécessaire d'examiner l'ensemble de son contenu et non pas de se concentrer sur seulement 1 ou 2 articles. Et il faut bien sûr observer la manière dont les juristes l'ont interprété et la façon dont il a été reçu dans la pratique judiciaire. Et lorsque je me suis penché pour la première fois sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts, quelle n'a pas été ma surprise de constater qu'aucun historien n'avait mené de véritables recherches sur l'intégralité du texte de l'ordonnance. Je me suis donc attelé à cette tâche en m'efforçant de m'appuyer prioritairement sur des sources du XVIe siècle, mais les historiens que vous êtes savez parfaitement que les sources du XVIe siècle sont parmi les plus difficiles à étudier, parce que dans certains cas elles sont trop denses. C'est le cas des archives du Parlement de Paris, donc le fameux Parlement de Paris, conservé dans la galerie du Parlement de Paris des Archives nationales. J'avais d'abord songé, dans un premier temps de mes recherches, à explorer ces registres pour voir la manière dont les avocats, aussi les magistrats, invoquaient l'ordonnance de Villers-Cotterêts dans leur plaidoirie, dans leurs décisions. Cela aurait nécessité que je parcours des kilomètres, vraiment des kilomètres d'archives, donc ça aurait été l'œuvre d'une vie. Et dans d'autres cas, les sources sont beaucoup trop lacunaires. Par exemple, hélas, on ne dispose d'aucun procès-verbal de rédaction d'ordonnance, permettant donc de saisir les raisons pour lesquelles le législateur a rendu l'ordonnance et les questions qui se sont posées lors de la rédaction. Donc on ne dispose d'aucun procès-verbal de rédaction d'ordonnance avant le règne d'Henri II. C'est donc en l'absence de sources d'archives aisément exploitables que j'ai restreint mes recherches à un corpus de sources imprimées beaucoup plus maniables, à savoir les commentaires juridiques qui furent consacrés à l'ordonnance de Villers-Cotterêts. J'ai donc pu recenser 7 commentaires composés et publiés entre 1545 et 1612.
Donc on observe déjà qu'il y a deux catégories de commentaires. Certains commentaires ont été rédigés dans la décennie immédiate suivant la promulgation de l'ordonnance. Ils témoignent donc de sa première réception. Et d'autres ont été élaborés beaucoup plus tardivement, ce qui permet à leurs auteurs de bénéficier d'un réel recul historique. Et ils offrent donc un regard plus distancé. Donc ces commentaires, vous le voyez, émanent de 7 juristes différents, certains plus fameux que d'autres. Jean Constantin, Gilles Bourdin, Antoine Fontanon, Léon Tripot, Adam Thévenot, Pierre Rebuff et Charles Dumoulin. Donc sans retracer la vie de chacun d'eux qui est présenté dans le diapo, certaines caractéristiques méritent d'être soulignées. Donc tout d'abord, la plupart, l'immense majorité en fait, des commentateurs a exercé des fonctions au Parlement de Paris. Donc le commentaire de l'ordonnance de Villers-Cotterêts est d'abord un fait parisien, c'est indéniable. Gilles Bourdin d'ailleurs, dont le commentaire a été traduit par Antoine Fontanon, est sans doute le plus célèbre. Alors le nom même de Bourdin ne vous évoque peut-être plus grand-chose, mais il appartient en réalité à l'une des familles nobles, une noblesse de robe parmi les plus importantes du XVIe siècle, et lui-même a été, durant près de 15 ans, procureur général au Parlement de Paris, donc l'une des fonctions juridiques parmi les plus importantes qui soient. Antoine Fontanon, donc, qui s'est appuyé sur la renommée de Gilles Bourdin pour s'assurer un succès d'édition, donc il a à la fois traduit et annoté, de manière assez légère d'ailleurs, le commentaire de Gilles Bourdin. Donc Antoine Fontanon, Pierre Rebuff et Charles Dumoulin ont quant à eux tous trois été avocats auprès du Parlement de Paris. Et d'ailleurs, Pierre Rebuff et Charles Dumoulin sont les juristes les plus célèbres du corpus, de manière indéniable, ça vous évoque sans doute quelque chose. Le premier, donc Pierre Rebuff, pour son œuvre immense de canoniste, et le second, donc Charles Dumoulin, très connu pour être l'éminent commentateur de la coutume de Paris, entre autres. Donc ces 7 commentaires consacrés à l'ordonnance de Villers-Cotterêts revêtent en réalité une importance considérable. En fait, le fait même que l'ordonnance de Villers-Cotterêts ait été commentée marque un tournant majeur, une véritable rupture dans l'histoire du droit français. En effet, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, les juristes ne rédigent que des commentaires des textes de droit romain et de droit canon, qui sont d'ailleurs les seuls à faire l'objet d'un enseignement universitaire. Et les rares textes royaux commentés avant l'ordonnance de Villers-Cotterêts sont en fait ceux uniquement relatifs à des questions de droit canonique. On a ainsi la pragmatique sanction de Bourges de 1438, qui a été, vous le savez, commenté par Combe-Guimier, ou encore le Concordat de Bologne de 1516, commenté par Jean d'Aima. Mais l'ordonnance de Villers-Cotterêts est en tout cas le premier texte législatif royal, dont l'objet est strictement civil, et non pas canonique, à avoir été commenté. Donc les 7 commentaires qui lui sont exclusivement dédiés constituent, par leur nombre et par leur importance, une véritable exception dans l'histoire de la législation royale des XVIe et XVIIe siècles. Aucun autre texte, en dehors de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, n'a fait aussi fréquemment et aussi longuement l'objet d'une interprétation propre, isolée des autres ordonnances, avant en tout cas les grands commentaires des grandes ordonnances de Colbert de 1667 et 1670, à l'extrême fin du XVIIe et au XVIIIe siècle. Donc l'intérêt des commentaires, qui est très réel, de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, c'est qu'il s'adressait prioritairement aux praticiens du droit. Il visait donc à enseigner la loi royale à une époque où précisément le droit français n'était pas enseigné au sein des universités. Pour rappel, vous le savez, la première chaire de droit français est créée en 1679, donc sous le règne de Louis XIV, soit plus d'un siècle après l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Et donc à l'époque, l'unique manière de connaître une ordonnance royale, eh bien, c'était de lire ses commentaires. Et donc leurs auteurs se comportent en véritables professeurs, soucieux d'expliquer au lecteur ce qui a inspiré le législateur et la manière dont chaque article doit être compris et mis en pratique. Autrement dit, vous l'aurez compris, il s'agit d'une source historique extrêmement précieuse, jusqu'ici peu exploitée, donc si ça peut susciter des vocations, et qui mérite bien sûr d'être étudiée. Alors, vous avez ici par exemple le commentaire de Jean Constantin, donc vous avez le commentaire du préambule et le commentaire du célèbre article 111. J'ignore si vous voyez bien le texte, mais la principale difficulté, donc ça a été composé en latin, ce sont les abréviations. Pour tous ceux qui ont fait de la paléographie autrefois, vous le savez, la principale difficulté de la langue et de la lecture des langues anciennes, au moins jusqu'au XVIIIe siècle, ce sont les abréviations et la discipline juridique particulièrement. Le texte est constamment émaillé d'abréviations et surtout de renvois aux grands textes du droit romain et du droit canon.
Vous avez ici donc le commentaire de Charles Dumoulin, je le montre parce que Charles Dumoulin est extrêmement connu. Vous le voyez d'ailleurs, c'est un commentaire extrêmement court, en à peine une page, il commente 3 articles. Et en réalité, je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais il semblerait que le commentaire de l'ordonnance de Villers-Cotterêts par Charles Dumoulin soit en fait une œuvre commencée au soir de sa mort, il meurt en 1566, et qui est demeurée inachevée, et sans doute parce que le commentaire a été publié à titre posthume, donc sans doute que l'éditeur a dû retrouver ses notes dans un grenier, sans doute, et voilà, donc c'est un commentaire assez surprenant d'ailleurs, rédigé dans une langue assez étrange, hybride entre le latin et le français, donc assez difficile à déchiffrer, et je termine la présentation avec 2 pages qui me tiennent extrêmement à cœur, du commentaire donc annoté de Gilles Bourdin, qui est conservé à la BNF. Donc en fait, pourquoi elles me tiennent à cœur, c'est en réalité parce qu'elles ont été annotées, donc vous voyez cette fameuse cursive du XVIe siècle. Alors, pourquoi est-ce que ça me tient à cœur? C'est parce qu'aucun de mes professeurs de paléographie de l'école des Chartes n'a réussi à les déchiffrer, donc ça... on ne sait pas à quoi ça renvoie, voilà. Donc je les enverrai à ceux que ça peut intéresser, mais pour l'instant c'est un mystère, on ne sait même pas dans quelle langue réellement ça a été écrit, donc voilà. En tout cas c'est sans doute un juriste qui, pour sa pratique, a annoté le texte. Donc ces 7 commentaires consacrés à l'ordonnance de Villers-Cotterêts m'ont permis d'appréhender la manière dont l'ordonnance a été élaborée, d'étudier son contenu réel, et d'analyser sa réception auprès de juristes qui étaient tout de même des contemporains et des justiciables directs du règne de François Ier. Donc c'est le fruit de ces recherches que je m'apprête à vous restituer. Il s'agira donc d'étudier tout d'abord les modalités d'élaboration de l'ordonnance, son contenu, puis sa réception. Donc venons-en donc tout d'abord à son élaboration. L'ordonnance de Villers-Cotterêts, comme son nom l'indique, est une ordonnance, un texte législatif, signé par le roi François Ier en août 1539, séjournant en son château de Villers-Cotterêts. Vous le savez, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, date à laquelle Louis XIV s'installe à Versailles, la royauté demeure une royauté nomade, une royauté itinérante, et donc le souverain change très régulièrement de résidence. Et donc à la fin du mois de juillet 1539, François Ier quitte son château de Fontainebleau pour celui de Villers-Cotterêts. On sait qu'à l'époque il était malade, il avait contracté une maladie aujourd'hui encore très mal diagnostiquée, maladie qui a sans doute beaucoup joué sur la durée du séjour de François Ier à Villers-Cotterêts, qui est relativement long. En effet, on sait d'après les statistiques qui en ont été faites que le château de Villers-Cotterêts était en réalité la résidence royale la moins fréquentée par François Ier, à raison d'environ 4 jours par an en moyenne, pour les grosses années. Et en 1539, ce qui ne s'était jamais produit, il y séjourne plus d'1 mois. Donc François Ier séjourne à Villers-Cotterêts plus d'1 mois, mais on ignore à quelle date exacte il a promulgué l'ordonnance. Dans l'arrêt du 13 décembre 2001 que je vous avais cité, affiché dans le diaporama, la Cour de cassation prétend que l'ordonnance a été rendue le 25 août 1539. En réalité, on n'en sait absolument rien, puisque les lois royales ne mentionnent toujours que le mois et l'année, mais jamais la date exacte de leur promulgation. Donc on ne saura jamais la date exacte de sa promulgation. C'est donc entre les mois de juillet et d'août 1539 que François Ier a émis l'ordonnance de Villers-Cotterêts, mais en réalité, il en mûrissait le projet depuis plus de 10 ans. Dès les années 1530, il confiait déjà à son entourage, à ses plus proches conseillers, par exemple Pierre Lizet, son désir de promulguer un grand texte législatif susceptible de réformer en profondeur le fonctionnement de la justice. En effet, depuis son retour de captivité de 13 mois à Madrid, de 1525 à 1526, à la suite de la défaite de Pavie, François Ier s'efforçait naturellement de restaurer son autorité. Cette volonté s'est donc traduite par la promulgation de grands textes législatifs, mais elle s'est aussi traduite par des réalisations architecturales qui n'avaient pas d'autre but que de réaffirmer sa puissance, et le château de Villers-Cotterêts en est en fait un très bel exemple. Donc François Ier entendait promulguer un grand texte législatif susceptible de réformer en profondeur le fonctionnement de la justice, et l'ordonnance de Villers-Cotterêts est donc l'une de ces grandes ordonnances dites de réformation qui jalonnent tout le XVIe siècle. C'est une ordonnance de réformation au même titre que les ordonnances, donc vous le voyez, d'Orléans, de Moulins ou de Blois. Donc l'appellation d'ordonnance de réformation traduit
le désir de réformer, mais réformer non pas comme aujourd'hui, en tentant de bouleverser à l'excès parfois l'ordre juridique, mais réformer à l'inverse, en tentant de restaurer l'ordre juridique dans sa force et dans sa pureté originelle. En effet, la notion de progrès telle que nous l'entendons aujourd'hui, telle qu'elle s'est affirmée à la fin du XVIIIe siècle, n'existait pas naturellement au XVIe siècle. Au XVIe siècle, l'action du législateur vise à retrouver un âge d'or, celui du bon roi Saint-Louis, qui incarne aux yeux de tous et aux yeux des rois successifs l'idéal même du roi justicier. Les historiens considèrent d'ailleurs que la première ordonnance de réformation est celle rendue par Saint-Louis en 1254 pour organiser la justice royale. En 1535 et 1536, François Ier a promulgué coup sur coup deux textes qui, dans une certaine mesure, annoncent l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Vous les avez sous les yeux, donc l'ordonnance d'Is-sur-Tille et l'ordonnance de Valence. Donc la première à destination de la Provence, la seconde à destination du duché de Bretagne récemment acquis. Or, 23 articles de l'ordonnance d'Is-sur-Tille et 15 articles de l'ordonnance de Valence sont en fait intégralement repris dans l'ordonnance de Villers-Cotterêts, et au total j'ai pu établir que 44 articles de l'ordonnance de Villers-Cotterêts reprenaient textuellement des dispositions législatives antérieures. Donc, les ordonnances d'Is-sur-Tille et de Valence sont donc en fait des ordonnances préparatoires à celles de Villers-Cotterêts, et il y a donc tout lieu de croire que François Ier et ses conseillers, il s'agit d'une œuvre collective, donc François Ier et ses conseillers qui mûrissaient ce projet depuis des années avaient donc d'abord testé l'efficacité de certaines dispositions en Provence et en Bretagne, qui étaient d'ailleurs deux provinces juridiquement très éloignées l'une de l'autre, avant de les étendre à l'ensemble du royaume par l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Donc, comme le souligne Cédric Michon, professeur d'histoire moderne à l'université de Rennes et spécialiste des organes consultatifs sous François Ier, une bonne partie des articles de l'ordonnance ont déjà été écrits dans celles qui l'ont précédée. La nouveauté réside dans son ampleur, mais elle aurait très bien pu sortir sous les prédécesseurs de Guillaume Poyet. On a en effet longtemps cru que l'ordonnance de Villers-Cotterêts avait été rédigée de la main même de Guillaume Poyet, que vous avez ici sous les yeux. C'est une gravure sur bois, on le voit en costume de président à mortier, au Parlement de Paris, bien sûr. Donc Guillaume Poyet, juriste d'origine angevine, avocat au Parlement de Paris et chancelier de France de 1538 à 1544. Les contemporains de François Ier pensaient que l'ordonnance de Villers-Cotterêts avait été rédigée par Guillaume Poyet, puisqu'ils la surnommèrent en leur temps la Guilhelmine, de la même façon qu'ils qualifiaient de Caroline l'ordonnance promulguée par Charles Quint en 1532 pour le Saint-Empire. Or, il s'agit là pour le coup d'un mythe. Aucun document n'atteste que Guillaume Poyet soit l'auteur exclusif de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Et d'ailleurs, les deux ordonnances préparatoires de 1535 et 1536 ont été élaborées sous le mandat d'un autre chancelier que vous connaissez sans doute, Antoine Dubourg. Antoine Dubourg qui meurt d'ailleurs ici renversé, ici même à Laon, par une mule, et à la mort duquel Guillaume Poyet le remplace au pied levé. En réalité, si on devait rechercher la paternité de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, il faudrait plutôt se tourner du côté du connétable Anne de Montmorency. En effet, les chanceliers successifs, Antoine Dubourg et Guillaume Poyet, étaient tous deux des créatures de Montmorency. C'est grâce à Montmorency que Guillaume Poyet devient membre du conseil privé du roi en 1534 et chancelier de France en 1538. Et c'est lorsque Montmorency tombe en disgrâce, en 1542, que Guillaume Poyet est arrêté pour malversation et incarcéré. Autrement dit, vous le voyez, Montmorency restait quand les chanceliers ne faisaient que passer. Montmorency faisait écran entre son roi et son chancelier. Et c'est Montmorency qui bénéficiait du réel pouvoir d'impulsion législative. Et c'est sous l'ère Montmorency que furent promulguées les deux ordonnances préparatoires de 1535-1536 et celle, bien sûr, de Villers-Cotterêts. Donc je vous ai dit que François Ier mûrissait le projet d'une grande ordonnance dès les années 1530, mais pourquoi avoir attendu l'année 1539 ? Pour une raison évidente, c'est que l'année 1539 était particulièrement propice. Tout d'abord, nous l'avons dit, le roi avait testé certaines dispositions législatives en Provence et en Bretagne, donc naturellement il en attendait les résultats. Et enfin et surtout, l'année 1539 est une année de paix, et la paix est toujours propice aux grandes réformes. Vous le savez, depuis le début du XVIe siècle, la France est plongée dans les guerres d'Italie, mais surtout elle est en rivalité permanente avec Charles Quint qui accède à l'Empire justement en 1519,
au détriment de François Ier. Et c'est en juillet 1538 que François Ier et Charles Quint se rencontrent à Nice, puis à Aigues-Mortes, pour décréter une trêve décennale, pour sceller une amitié perpétuelle, scellée par le voyage en France, précisément, de Charles Quint en 1539. Donc de 1538 à 1539, François Ier avait les mains libres pour se concentrer sur un vaste projet de réforme législative et pour promulguer en août 1539 la grande ordonnance de Villers-Cotterêts. Alors comme c'est l'usage, une fois rédigée, l'ordonnance de Villers-Cotterêts est scellée du grand sceau par le chancelier, Guillaume Poyet en l'occurrence. Elle se présente sous la forme de lettres patentes scellées du grand sceau, sur la de soie rouge et verte, couleurs qui visent à symboliser la perpétuité du texte. Puis elle est envoyée, donc l'ordonnance, dès le mois de septembre 1539, au Parlement de Paris, Toulouse, Bordeaux, Dijon, Rouen, Grenoble et Aix, pour y être enregistrée. Vous savez, la procédure d'enregistrement visait bien sûr à assurer la publicité du texte en vue de son application. C'était surtout une procédure déterminante, puisque les magistrats des parlements, qui étaient donc les plus hautes cours d'appel du royaume, pouvaient émettre des remontrances, et si le roi refusait de déférer à ces remontrances, le texte devenait inapplicable en son entier. Dans le ressort de la cour qui avait émis les remontrances, il faut attendre 1566, l'ordonnance de Moulins, pour que Charles IX décide qu'une remontrance ne saurait équivaloir à un refus du texte en son entier. Et donc, pour l'enregistrement, l'ordonnance de Villers-Cotterêts a reçu un accueil mitigé. Deux tendances se distinguent nettement. Tout d'abord, on sait que l'ordonnance a été très facilement acceptée par le Parlement de Paris, qu'il a enregistré dès le 6 septembre 1539, donc moins d'un mois à peu près après sa promulgation. La facilité d'ailleurs avec laquelle l'ordonnance y a été enregistrée tient sans doute au fait que les parlementaires parisiens avaient dû être associés à son élaboration et à sa rédaction. De même pour les parlements de Bretagne, d'Aix et de Toulouse, qui enregistrent l'ordonnance sans aucune difficulté les 30 septembre, 23 octobre et 20 novembre 1539. Mais inversement, l'ordonnance a été refusée par le Parlement de Grenoble au motif que François Ier s'était intitulé François Ier, roi de France, et non pas François Ier, dauphin de Viennois. En effet, il faut dire que le Dauphiné était une province récemment rattachée à la France en 1349 par le traité de Romans, une province qui s'employait à défendre son autonomie et qui conservait de réelles velléités d'indépendance. Et donc François Ier dut user de conciliation et promulguer une nouvelle ordonnance en date du 23 février 1540, l'ordonnance d'Abbeville, ordonnance qui reprend la quasi-totalité des articles de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, à ceci près que François Ier s'y nomme roi de France et dauphin de Viennois. Mais elle n'est en réalité rien d'autre qu'une déclinaison de celle de Villers-Cotterêts. Seules les dates d'enregistrement par les parlements de Bordeaux et de Dijon demeurent inconnues. Leurs registres ne contiennent aucune trace de l'original, de la transcription ou de d'enregistrement. Alors le grand avantage de la procédure d'enregistrement, vous le savez, c'est qu'elle permet de conserver le texte dans son expédition originale. Vous avez ici les deux seules expéditions authentiques que nous ayons conservées, qui se trouvent aujourd'hui aux archives départementales de l'Isère, donc, et des Bouches-du-Rhône. Donc ces documents ne sont pas consultables. Je tiens à remercier Hélène Vialet et Marie-Claire Pontier d'avoir bien voulu m'en communiquer un exemplaire numérisé. Donc vous reconnaissez cette très belle écriture de chancellerie. Et vous le voyez, enfin, ou pas d'ailleurs, mais le deuxième document, donc à droite, tout en bas, la signature de François. Breton, tout en bas, c'est Jean Breton, le secrétaire des finances de François Ier. Et en marge, à gauche, c'est écrit lu, publié, enfin ce sont les formules habituelles d'enregistrement par les parlementaires. Alors jusqu'à l'ordonnance de Villers-Cotterêts, on peut dire que les textes législatifs de la royauté faisaient l'objet d'une médiatisation et d'une diffusion toutes relatives. Lors de l'enregistrement, le texte était lu publiquement devant les parlementaires, qui parfois le copiaient eux-mêmes à des fins personnelles. Mais si par la suite un magistrat de la Cour avait besoin de se référer au texte, il lui fallait impérativement consulter les registres du Parlement. Ce n'était pas très commode. S'agissant des justiciables, le texte était lu à l'oral, donc publiquement, en place publique, par un sergent royal, ou par le clergé lors de l'office dominical, mais le texte même des ordonnances royales n'était pas diffusé largement et sur des supports pérennes. Et
et leur contenu d'ailleurs demeurait souvent méconnu d'ailleurs des justiciables et des juristes eux-mêmes. Et la grande particularité de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, ce qui la distingue de tout autre et ce qui a sans doute beaucoup joué dans sa célébrité, c'est son immense médiatisation. En effet, on est en 1539, soit 47 ans après l'invention de l'imprimerie, et pour la première fois dans l'histoire d'une loi française, les libraires imprimeurs s'emparent de l'ordonnance de Villers-Cotterêts pour en faire un véritable phénomène éditorial. Rien qu'à Paris, on estime à près de 20 000 le nombre d'exemplaires de l'ordonnance vendus entre 1539 et 1540. 20 000 exemplaires, donc c'est un chiffre colossal qui traduit un véritable phénomène éditorial, y compris d'ailleurs à notre échelle contemporaine. Mon collègue Xavier Prévost, professeur de droit à l'université de Bordeaux, a consacré sa thèse d'école des chartes aux premières lois imprimées. Donc, je vous montre ici deux graphiques qu'il a pu dresser s'agissant du nombre de lois imprimées tout au long du XVIe siècle. Donc on observe bien sûr que les chiffres demeurent stables, proches de zéro, jusqu'en 1539, date à laquelle, vous le voyez, les chiffres explosent du fait de l'impression de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Puis on observe une régression jusqu'au tournant des années 1560, date à laquelle vous avez des chiffres records, mais pour une autre raison. C'est que l'activité législative de la royauté s'intensifie, se multiplie à cause des guerres de religion. Donc on peut dire, chiffres à l'appui, que l'ordonnance de Villers-Cotterêts marque un tournant majeur dans la production éditoriale consacrée aux livres juridiques. Et d'ailleurs, cette médiatisation sans précédent avait été voulue par François Ier lui-même. Dès le mois de septembre 1539, François Ier organise une vaste campagne de diffusion éditoriale en concertation avec les plus grands éditeurs de l'époque, les plus grands éditeurs, notamment Galliot-Dupré, donc, qui tenait boutique près de l'île de la Cité, tout près du palais de justice, qui était l'un des plus grands vendeurs, des plus grands libraires en réalité du XVIe siècle, spécialisé en droit et qui est très connu par tous les historiens du livre. Donc, vous avez ici un exemplaire un très célèbre exemplaire de l'ordonnance telle qu'imprimée par Galliot-Dupré, exemplaire qui est conservé dans l'armoire de fer aux Archives nationales, ce qui témoigne assez de l'importance qu'on lui accorde. J'en viens maintenant au contenu de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. L'ordonnance de Villers-Cotterêts est un texte relativement long, puisqu'il se compose de 192 articles. Il s'agit fondamentalement d'un texte de procédure. Par son effort de systématisation, il préfigure les grandes ordonnances de codification de Colbert, les grandes ordonnances donc, de procédure civile de 1667, de procédure criminelle en 1670. Le texte préfigure aussi les grandes entreprises de codification napoléoniennes. L'ordonnance couvre un champ juridique extrêmement large. Elle réglemente tout d'abord les rapports qu'entretiennent les juridictions royales avec les juridictions ecclésiastiques. Elle systématise pour la première fois l'ensemble des procédures civiles et pénales. Elle comporte également plusieurs mesures de police administrative. Et d'une certaine manière, l'article 111 chapeaute les 191 autres, puisque l'obligation d'user du français est imposée dans l'ensemble des procédures et du droit civil, pénal et administratif. Les volontés du roi François Ier sont exposées dans le préambule que vous avez sous les yeux. Préambule surtout qui tient lieu d'étrangeté pour l'histoire du droit du XVIe siècle, parce que, alors même que tous les textes législatifs royaux de l'époque font à peu près 2 pages, celui-ci tient en à peine 10 lignes. Donc je cite: « François, par la grâce de Dieu, roi de France, savoir faisons à tous présents et à venir, que pour aucunement pourvoir au bien de notre justice, abréviation des procès et soulagement de nos sujets, avons par édit perpétuel et irrévocable, statué et ordonné, statuons et ordonnons, etc. » Donc la volonté du roi, vous le voyez, était donc clairement de soulager ces sujets en pourvoyant à l'abréviation des procès, c'est-à-dire, en français contemporain, en remédiant aux lenteurs de la justice. Si François Ier impose l'usage du français, c'est d'abord à des fins de clarté et d'intelligibilité des actes de justice. Le latin dans lequel ils étaient rédigés était parfois si incertain, si mal maîtrisé et au final si incompréhensible que des contentieux pouvaient naître de l'interprétation douteuse de la lettre même de ces actes. Il ne s'agissait donc absolument pas de développer une politique linguistique, comme on l'a si souvent prétendu. Il n'était question que de rendre les procédures judiciaires et administratives plus simples et plus efficaces.
Et la notion de lenteur de la justice était à l'époque une réalité au moins aussi sensible qu'elle peut l'être de nos jours. L'historien Hervé Lowers rapporte que la durée moyenne pour trancher un litige devant le Parlement de Bretagne était comprise entre 2 ans et demi et 3 ans. On est donc face à des durées assez comparables à celles d'aujourd'hui, mais on sait qu'il existait, et qu'il existe d'ailleurs toujours, des procès qui pouvaient durer plus de 10 ans, et dans son commentaire, le canoniste Pierre Rebuff rapporte même l'existence d'affaires qui ont perduré plus de 50 ans devant le Parlement de Paris. Donc par ces volontés de simplification et d'accélération du cours de la justice, l'ordonnance de Villers-Cotterêts est d'une extraordinaire actualité. Au cours des dernières décennies, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour tenter de parvenir, d'ailleurs sans grand succès, au même résultat. Il y a également les traités internationaux qui bouleversent aujourd'hui le droit du procès. Il devient aujourd'hui impératif de transposer en droit interne les dispositions assurant la célérité de la justice, ou encore le droit de tout justiciable à voir sa cause jugée dans un délai raisonnable. Et historiquement, l'ordonnance de Villers-Cotterêts est le premier texte législatif français à avoir érigé l'exigence de célérité judiciaire en principe directeur des procès civils et pénals. Au fond, si l'ordonnance de Villers-Cotterêts devait être érigée en monument symbolique, le mythe devrait plutôt faire d'elle la mère fondatrice des dispositions relatives au bon fonctionnement de la justice, aujourd'hui imposées par le droit européen, notamment par l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'ordonnance de Villers-Cotterêts est peut-être un mythe, mais le mythe d'une loi, au fond, ayant introduit la question du temps et de la bonne gestion du temps par le droit. En tout cas, ce mythe serait plus exact, plus conforme à la réalité. Il prendrait en compte l'esprit même dans lequel fut rédigée l'ordonnance, à savoir non pas la volonté d'imposer une langue, mais la volonté d'imposer une certaine temporalité, une certaine célérité dans le droit et la pratique judiciaire de l'époque. Donc, plus qu'une réflexion sur la langue, l'ordonnance constitue en tant qu'objet d'étude une forme de contribution à l'étude du temps par le droit dans une perspective d'efficacité administrative et judiciaire. Et d'ailleurs, plusieurs dispositions très célèbres que vous connaissez sans doute de l'ordonnance n'avaient pas d'autre but que de concourir à cette simplification, à cette accélération, à cette efficacité des procédures administratives et judiciaires. C'est le cas, par exemple, de la tenue obligatoire des registres de baptêmes et de sépultures, destinés à faciliter la preuve de l'état des personnes. C'est le cas de la réglementation des actes authentiques émis par les notaires, dont la valeur de preuve préconstituée permettait et visait à établir une justice préventive afin d'éviter les procès. En matière de police administrative, l'ordonnance questionne le temps puisqu'elle répond à une urgence conjoncturelle. Et en matière criminelle, elle instaure une justice répressive qui vient questionner la notion même de durée nécessaire à l'instruction au regard des droits de la défense. Donc j'en viens maintenant à la réception du texte, qui n'a pas manqué d'engendrer certains débats. Tout d'abord, les commentateurs, qui étaient des contemporains de François Ier, sont déjà en désaccord sur la portée du célèbre article 111 relatif à la langue des actes juridiques. Pour Antoine Fontanon, François Ier a voulu imposer l'usage du français connu et entendu par tout le royaume. Pour Pierre Rebuff, au contraire, François Ier a imposé l'usage du français et des langues régionales. Donc je cite, mais vous l'avez dans le diapo. Il faut donc rédiger les actes de justice en langue vernaculaire et maternelle, sans quoi les actes de justice demeureraient incompréhensibles pour la majorité des sujets. Si les actes étaient rédigés en français, les Toulousains, Pierre Rebuff était originaire de Toulouse, seraient incapables de les comprendre. C'est pourquoi le roi François a voulu que les actes soient rédigés non pas en français, mais dans la langue du pays. Et dans l'ensemble, donc, l'article 111 ne fait pas l'unanimité. Certains commentateurs, comme Gilles Bourdin ou Antoine Fontanon, y voient l'une des conditions à la clarté et de l'intelligibilité des actes, mais d'autres, comme Jean Constantin, sont beaucoup plus réservés. Il faut dire que le latin était, vous le savez, la langue de rédaction des actes de justice et de l'enseignement du droit depuis des siècles. Et dans l'ensemble, les commentateurs y voient une atteinte portée par le pouvoir à la dignité même de la discipline juridique. La disposition civile la plus emblématique de l'ordonnance, nous l'avons dit, est l'obligation pour le clergé de tenir des registres des baptêmes et de sépultures. Donc je lis « Que des sépultures des personnes tenant bénéfice sera fait registre en forme de preuve par les chapitres, collèges, monastères et curés, qui fera foi
et pour la preuve du temps de la mort, duquel sera fait expresse mention dans les dix registres pour servir au jugement des procès, où il serait question de prouver le temps de la mort. Aussi sera fait registre en forme de preuve des baptêmes qui contiendront le temps et l'heure de la nativité, et par l'extrait du dit registre sera prouvé le temps de majorité ou minorité et fera pleine foi à cette fin. Donc, il s'agit d'une disposition particulièrement importante puisque l'on a coutume d'assimiler les registres de baptêmes et de sépultures aux origines de l'état civil. Les conséquences même de cette disposition ont été particulièrement bénéfiques pour les historiens puisqu'elle a largement facilité les recherches généalogiques. Alors avant l'ordonnance de Villers-Cotterêts, certains évêques, notamment dans l'ouest de la France, mais pas seulement, avaient déjà exigé la tenue de registres de baptêmes et de sépultures, mais les registres étaient tenus à l'initiative des curés de manière ponctuelle et sans réelle cohérence. Le plus ancien registre connu, peut-être que vous le savez, c'est celui de Givry en Saône-et-Loire, qui couvre les années 1334-1357. Mais avant 1539, on estime que ces registres ne sont tenus que dans une quarantaine de diocèses, et François Ier donc les rend désormais obligatoires dans l'ensemble du royaume de France. Alors il semblerait, s'agissant de ces dispositions, que François Ier se soit inspiré de la législation anglaise. On sait en effet qu'en 1538, donc un an avant la promulgation de l'ordonnance, Thomas Cromwell avait rendu obligatoire la tenue de registres de baptême, de mariage et de sépulture pour la première fois sur l'ensemble du territoire anglais. Mais ces dispositions, c'est en tout cas ma théorie, ont peut-être été inspirées à François Ier par son chancelier Guillaume Poyet lui-même. Guillaume Poyet, je vous l'ai dit, qui était d'origine angevine et qui conservait des relations très soignées avec l'évêque d'Angers, qui précisément en 1527 avait émis un règlement pour que soient tenus des registres de baptêmes et de sépultures dans son diocèse. Alors pour l'éminent historien Pierre Chonu, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, en imposant les registres de baptêmes et de sépultures, opérait, je cite, une révolution des structures mentales et marquait le vrai point de départ de l'ère pré-statistique. Vous pouvez voir de ce que je vous ai dit qu'il n'en est rien dans l'esprit de François Ier. Il ne s'agissait absolument pas de disposer d'outils de recensement de la population. Il s'agissait seulement de disposer d'actes authentiques permettant de prouver l'état des personnes de façon à faciliter la résolution rapide des litiges civils. Et les commentateurs de l'ordonnance sont formels. La tenue de registres paroissiaux ne fut pas imposée à des fins statistiques, mais seulement pour faciliter l'administration de la preuve de l'âge, de la date de naissance et de la date de décès. Dans les procès civils, cette mesure visait donc à assurer la célérité des décisions de justice civile. Disposer de ces registres, c'était disposer d'actes authentiques faisant pleine preuve en justice et qui ne pouvaient être écartés par le juge qu'au terme d'une très lourde procédure. C'était aussi disposer d'actes qui permettaient d'éviter d'avoir recours au témoignage. Et vous le savez, le XVIe siècle est précisément le siècle où la hiérarchie des preuves médiévale s'inverse, un siècle où, pour la première fois, en France, on commence à préférer la preuve écrite au témoignage. Il s'agissait donc de mettre le temps en acte pour accélérer le jugement du procès civil. Et pour affermir l'utilisation des actes authentiques en justice, l'ordonnance de Villers-Cotterêts érige une nouvelle réglementation du notariat. C'est une réglementation qui est toujours en vigueur. Alors l'ordonnance, vous le voyez, tout d'abord, impose à tous les notaires et tabellions de tenir registre de l'ensemble des actes qu'ils passent et d'en conserver la minute. Ces registres ne peuvent être communiqués aux tiers sauf décision de justice. Et surtout, les actes authentiques, jusqu'ici délivrés, n'étaient exécutoires que dans le ressort du notaire qui avait passé l'acte. Et désormais, ils deviennent exécutoires dans l'ensemble du royaume et quel qu'ait été le lieu de leur instrumentation. Donc l'ordonnance instaure donc ce que l'on appelle le système de l'exécution parée, qui permet de faire exécuter les dispositions d'un acte notarié sans avoir à recourir au juge. Pour être simple, avant l'ordonnance de Villers-Cotterêts, supposons que je vive à Laon et que je veuille faire une donation d'un immeuble situé à Paris pour quelqu'un qui vit à Toulouse. Eh bien, moi, il me faudra aller à Paris et à Toulouse, saisir respectivement les deux juges
et demander donc, à ce que soit examiné cet acte, et c'est au juge. C'est le juge qui déclarera au terme d'une instruction si l'acte notarié est exécutoire à Paris et à Toulouse. Mais après l'ordonnance de Villers-Cotterêts, si je vis à Laon et que je veux faire cette donation d'un immeuble situé à Paris au profit d'un Toulousain, l'acte notarié se suffit à lui-même, et puisqu'il est exécutoire partout à travers le royaume. Donc les actes notariés, qui sont des actes authentiques revêtus de l'exécution parée, sont une source d'efficacité du système judiciaire, puisqu'ils permettent d'éviter, vous le voyez, de nombreux procès, et on le constate aujourd'hui encore dans les pays de tradition romano-canonique, donc comme la France ou l'Allemagne, qui connaissent les actes authentiques. Ce système évite de nombreux procès, et cela contrairement aux pays de common law tels que les États-Unis, où l'exécution des actes, enfin les États-Unis qui ignorent les actes authentiques, et où l'exécution des actes nécessite toujours qu'on saisisse un juge qui lui-même déclarera le dit acte exécutoire ou non. En matière de police administrative, l'ordonnance de Villers-Cotterêts répond à une urgence conjoncturelle. Elle porte atteinte au droit de réunion, voire au droit syndical. Elle interdit en effet aux gens de métiers et artisans de se réunir au sein de leurs confréries et corporations, les confréries et corporations qui ont tenu lieu de syndicats en réalité jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Alors pourquoi ? Parce que l'année 1539 est une année particulièrement tendue. Depuis près de 10 ans, le royaume est parcouru de tensions sociales d'une rare intensité. Comme l'écrit Émile Cournart, que vous connaissez sans doute, la France du XVIe siècle est nerveuse et passionnée. Elle connaît dans le monde du travail, comme dans toute la vie sociale, un siècle de combats et de troubles. Et l'année 1539 correspond précisément à une année de grève générale dans le monde des ateliers d'imprimeurs. C'est le fameux Grand Tric qui frappe les ateliers d'imprimeurs lyonnais qui étaient parmi les plus importants du royaume. L'expression de Grand Tric vient de l'onomatopée scandée par les grévistes et qui a donné en allemand le mot Streik, qui signifie grève. Or, la royauté soupçonne, non sans raison, les confréries et les corporations d'avoir été à l'origine de ces mouvements de grève et leur donne leur interdiction pure et simple, vous le voyez, que suivant nos anciennes ordonnances et arrêts de nos cours souveraines, seront abattues, interdites et défendues toutes confréries de gens de métiers et artisans par tout notre royaume. Alors cette interdiction des confréries et corporations suscite l'approbation unanime des commentateurs qui accusent les confréries d'avoir été à la fois des lieux de sédition et des lieux de pratiques anticoncurrentielles, avec des ententes sur les prix et des situations de monopole. Donc des commentateurs qui savent gré aux législateurs d'avoir répondu à cette urgence conjoncturelle. Enfin, s'agissant de la procédure pénale, les appréciations sont beaucoup plus critiques. La focalisation des historiens sur l'article 111 a fait perdre de vue que l'ordonnance de Villers-Cotterêts était d'abord et avant tout un texte législatif extrêmement sévère et répressif, un texte qui a été dénoncé comme tel par les contemporains de François Ier, un texte que le commentateur Charles Dumoulin qualifie à plusieurs reprises de tyrannique. Alors pourquoi ? Parce que l'ordonnance de Villers-Cotterêts aggrave très lourdement les fondements de la procédure inquisitoire. Tout au long de son procès, l'accusé ne sait ni de quoi on l'accuse, ni par qui il est accusé. L'ordonnance dispose, dans l'article 153, que l'instruction pénale ne doit être menée qu'à charge. L'ordonnance contraint en effet le juge à refuser tout élément ou témoignage susceptible de servir à la décharge de l'accusé. Donc je lis l'article 153. Quand les témoins comparaîtront pour être confrontés, ils seront incontinents récollés par les juges et par serment en l'absence de l'accusé, et sur ce qu'ils persisteront et qui sera à la charge de l'accusé, lui seront incontinents confrontés séparément et à part et l'un après l'autre. L'ordonnance porte également interdiction à tout accusé au cours de son procès de bénéficier de l'assistance d'un avocat. C'est l'objet de l'article 146 que vous avez sous les yeux, qui tout en bas, vous pouvez le voir, dispose que les juges doivent obtenir la vérité par la bouche même des accusés, expression qui à l'époque signifie pas d'avocat. Enfin, elle supprime tous les délais perçus comme inutiles. Elle va même jusqu'à décider que si l'instruction pénale n'a pas été menée à bien dans le terme imparti, le procès doit être jugé en l'état. C'est l'objet de l'article 151. Et si dans le délai baillé pour amener témoins et les faire confronter, ou pour informer comme dessus,
n'avaient été satisfaits et fournis par les parties respectivement, sera le procès jugé en l'état qu'il sera trouvé après le dit délai passé. S'instaure donc l'établissement d'une justice expéditive. Tout cela permet de dire que l'ordonnance de Villers-Cotterêts a instauré l'un des systèmes pénaux parmi les plus répressifs de l'époque moderne. On n'en trouve pas d'équivalent dans les autres pays européens. Alors certes, il y avait les rigueurs de l'Inquisition espagnole, mais l'Inquisition était précisément une juridiction, mais aussi une procédure exceptionnelle et dérogatoire au droit commun, et focalisée sur les questions de foi. Alors que l'ordonnance de Villers-Cotterêts réglemente au contraire la procédure pénale telle qu'elle est communément suivie dans la répression de l'ensemble des crimes et délits de droit commun. Et parce qu'elle introduit une célérité excessive dans la répression pénale, les commentaires qui lui sont consacrés la dénoncent de manière quasi unanime. Les commentateurs appellent les juges à ne pas l'appliquer. Vous pouvez juger par vous-même de formules frappantes de quelques-uns. Le plus véhément est sans doute Jean Constantin, qui écrit, par exemple, je cite, mais vous l'avez dans le diapo, « Comment l'accusé pourrait-il alléguer quoi que ce soit pour sa défense s'il n'a connaissance ni des témoins, ni de l'ensemble des pièces du dossier ? Je dis que cette ordonnance n'est pas valable, car elle ôte les droits de la défense, qui relèvent du droit naturel. » En somme, c'est en commentant l'ordonnance de Villers-Cotterêts que les juristes français esquissent les prémices d'une doctrine spécifiquement française des droits de la défense. Sur ce point, ils reprennent certains principes déjà théorisés par les canonistes médiévaux, comme le droit pour tout accusé de bénéficier d'un avocat ou de faire appel, mais ils ajoutent de nouveaux droits commandés par les dispositions nouvelles de l'ordonnance, tels que le droit à avoir connaissance des pièces du dossier, ou encore le droit à être incarcéré dans un délai raisonnable. Donc les rigueurs de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui sont bien réelles, permettent aux juristes de définir en creux ce que l'on qualifierait aujourd'hui de droit de tout accusé à un procès équitable. Et d'ailleurs, les critiques formulées n'ont pas été inaudibles, puisque les rigueurs pénales de l'ordonnance ont été atténuées par les juges. Ainsi, malgré les interdictions formulées par l'ordonnance, on sait que les juges prirent l'habitude, par exemple, d'autoriser les accusés à s'entretenir avec un avocat, mais seulement à l'issue des interrogatoires. De sorte que, ironie de l'histoire, Guillaume Poyet, donc l'auteur présumé de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, a dû lui-même subir, lors de sa destitution en 1542, donc il a été arrêté et jugé au pénal, il a dû subir les rigueurs de sa propre législation, mais à sa demande, il s'est quand même vu accorder le droit à bénéficier d'un avocat, mais seulement à l'issue de ses interrogatoires. Et donc il y a toujours un écart entre un texte législatif et sa mise en pratique, et l'ordonnance de Villers-Cotterêts ne fait pas exception. Et d'ailleurs, en dehors de la procédure pénale, les commentateurs regrettent au contraire l'ineffectivité de l'ordonnance en matière civile. Les registres paroissiaux ont été très mal tenus. Les notaires n'ont pas toujours suivi l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Donc l'ordonnance fut si mal respectée en matière civile, et aussi en matière pénale, que la royauté a dû, comme c'était l'usage, réitérer l'obligation de la respecter dans sa législation postérieure. Alors je m'étais fixé comme objectif de déconstruire le mythe qui entoure l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Son contenu m'a aidé dans cette tâche, puisque si l'on fait le ratio, l'emploi de la langue française n'occupe qu'un seul article, quand tous les autres sont consacrés à de vastes réformes procédurales. Et d'une certaine manière, l'article 111 a quand même ce mérite d'avoir sauvé l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Parce que la dureté de la procédure pénale qu'introduit l'ordonnance de Villers-Cotterêts aurait pu conduire les révolutionnaires, les historiens du droit, à l'ériger en symbole de la dureté et de l'iniquité du droit pénal de l'Ancien Régime. Mais grâce à son article 111, elle est devenue, curieusement, le symbole de la francophonie. Cette ordonnance, donc sur laquelle je prépare désormais une thèse de doctorat en droit, pourra aussi devenir, dans l'avenir, je l'espère en tout cas, le symbole d'un principe aujourd'hui promu par le droit européen, celui de la nécessaire célérité de la justice. Elle est en effet le premier texte législatif français à avoir inscrit l'exigence de célérité judiciaire au frontispice de nos procédures civiles et pénales, et administratives. Par sa volonté de remédier aux lenteurs de la justice, elle est le premier texte législatif français à avoir questionné les notions mêmes de délai raisonnable et de droit au procès équitable, notions issues de la CEDH et qui motivent aujourd'hui l'ensemble des réformes de l'organisation judiciaire.
Au fond, l'ordonnance de Villers-Cotterêts n'a peut-être plus grand-chose à apporter à la défense de la francophonie, même si elle en demeure la garante en droit interne, mais elle pourrait constituer, dans l'avenir, le support symbolique de ce principe européen d'efficacité et de qualité de la justice. Quoi qu'il en soit, l'ordonnance de Villers-Cotterêts marque bel et bien une rupture dans l'histoire du droit français et de sa diffusion. Rupture, tout d'abord, parce que la royauté, pour la première fois, codifie, systématise des pans entiers de procédures civiles, pénales et administratives. Rupture ensuite, vous l'avez vu, parce que l'ordonnance est le premier texte législatif à avoir fait l'objet d'une diffusion imprimée d'une ampleur sans précédent et à avoir été aussi abondamment commentée, grâce à l'invention notamment de l'imprimerie. Et rupture enfin, en ce qu'elle introduit un système pénal éminemment rigoureux, voué à durer jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, envisagé dans son ensemble et non plus du seul point de vue de son article 111. L'ordonnance de Villers-Cotterêts perd sans doute de sa splendeur, surtout si l'on se penche sur ses aspects répressifs, mais elle devient un véritable objet d'étude qui, je l'espère, vous aura intéressé. Et je souhaiterais conclure cette conférence par ces mots de Paul Viollet. Paul Viollet, que vous connaissez peut-être, professeur d'histoire du droit à l'École nationale des Chartes. Un peuple n'est pas libre de transformer d'un jour à l'autre sa langue ou sa littérature. Il n'est pas libre de changer complètement son droit public ou privé. Langue, littérature, droit portent fatalement l'empreinte des siècles, et l'homme, quoi qu'il fasse, se débat dans son passé. Le droit n'est donc pas une création artificielle de l'esprit humain. L'histoire d'une nation vient s'y réfléchir, comme elle se réfléchit dans son langage. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour votre belle conférence. J'ai une question. Finalement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'usage réel du latin dans les actes royaux avant l'ordonnance de Villers-Cotterêts? Est-ce que le latin était encore utilisé? Ah oui, bien sûr. Oui, d'ailleurs, Arthur Géry, Arthur Géry, l'auteur du manuel de diplomatique, qui est un peu la Bible des diplomatistes, est formel à ce sujet. Donc, le latin était utilisé dans tous les actes de chancellerie, dans tous les actes émis par les juges, même par les notaires. Donc oui, le latin a en tout cas été la langue de rédaction des actes jusqu'à l'ordonnance de Villers-Cotterêts, c'est une certitude, dans tous les coins de la France, particulièrement dans le sud, on comprend bien, pays de droit écrit. Mais par contre, ce que je peux vous affirmer, c'est que le latin n'a pas cessé d'être, dans certains coins de la France, la langue de rédaction des actes, parce que l'ordonnance de Villers-Cotterêts a été très mal acceptée, très mal vécue notamment. Je pense à la Provence notamment, où il me semble qu'on garde pas mal d'actes notariés rédigés encore en latin, et malgré les interdictions formulées par l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Il y a quand même un paradoxe parce que le roi semble demander qu'on applique le français pour que les décisions de justice soient mieux comprises. Donc on pourrait croire que la personne pourrait mieux se défendre, et on l'interdit en quelque sorte, puisqu'elle ne peut pas être défendue correctement par un avocat. Donc il y a une espèce de paradoxe. Oui. D'ailleurs, je me suis même demandé, au cours de mes recherches, si l'obligation d'user du français ne s'appliquait pas uniquement en matière civile. Il s'avère que non, mais en effet, oui, il y a vraiment cette dichotomie, mais qui participe en réalité d'un ensemble assez cohérent. C'est la volonté d'imposer une justice plus rapide et plus efficace, mais une efficacité qui résonne de manière différente de celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, plus personne ne pourrait concevoir que le droit, que l'absence d'avocat, que l'absence de droit de la défense, au fond, serait une efficacité de la justice, serait la marque d'une qualité, d'une bonne justice et d'une justice de qualité. Mais non, il me semble que l'ordonnance de Villers-Cotterêts, malgré un aspect paradoxal, est plutôt cohérente. Elle s'efforce vraiment et d'ailleurs elle répond à des désordres du système judiciaire, et elle s'efforce d'instaurer une certaine efficacité. Mais efficacité, oui, qui peut être au détriment des accusés en matière pénale. Et d'ailleurs, dans certains régimes, il est possible qu'un système pénal extrêmement sévère, extrêmement rigide,
et extrêmement, bafouant les droits de la défense, puisse être perçu comme efficace. Donc, en tout cas par les dictateurs des États concernés. Donc, je dirais en tout cas que c'est un paradoxe, oui, mais qui est résolu par le fait que le législateur vise d'abord et avant tout l'efficacité et la rapidité. Et d'ailleurs, c'est assez particulier parce que dans leurs commentaires, les commentateurs demandent un système pénal rigoureux. Il y a toute une doctrine depuis la fin du XVe siècle qui, en réalité, attaque la royauté, qui dit que le roi est trop laxiste. On sort en effet de siècles avec la guerre de 100 ans, le vagabondage, tout cela qui a généré en effet un sentiment d'insécurité, une société de la peur, comme dirait Jean Delumeau. Donc il y a ce paradoxe par contre chez les commentateurs qui est de réclamer un système pénal répressif, mais par contre qui est de dénoncer le système pénal répressif instauré par François Ier. Et à ce titre-là, en effet, il y a un paradoxe. Enfin, on emploie le français actuellement, mais quand il m'est déjà arrivé de lire des décisions attendues que, au bout de 8 pages, je n'ai parfois rien compris. Je pensais de reprendre le texte au Oui. Après, oui, le droit est une langue particulière. Le droit est une langue en lui-même, d'ailleurs. Il y a un vocabulaire particulier, il y a des dictionnaires, d'ailleurs, du droit particulier. Donc oui, en effet, la clarté n'est peut-être pas pour les profanes la première chose qui saute aux yeux dans les décisions de justice. Mais bon, en tout cas, les décisions de justice actuelles sont, je vous l'assure, beaucoup plus lisibles que celles du XVIe siècle. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en voir. Mais alors, c'est incompréhensible. Ça baragouine du latin, du dialecte provincial, une sorte de français du bassin parisien. C'est vraiment très très difficile à lire. Sans compter l'écriture qui elle-même est difficile à déchiffrer. Donc je crois qu'on peut se réjouir de vivre dans le système judiciaire actuel, à ce titre. Et pourquoi Villers-Cotterêts ? Pourquoi ? Parce que l'ordonnance a été signée à Villers-Cotterêts. Je vous en prie. Oui, j'avais une question, on est en 1539, donc quelques années auparavant, il y a eu l'affaire des placards avec donc on va dire l'émergence du protestantisme, mais est-ce que finalement le système répressif et pénal contenu dans l'ordonnance, est-ce qu'il y a en même temps en germe cette volonté de lutter contre les protestants ? Il y a ça aussi, la question en fait, je la creuse, en effet l'affaire des placards c'est 1534 il me semble, mais c'est assez difficile, en réalité je serais tenté de dire que oui. Mais en fait, on n'a pas, hélas, de source, on manque terriblement de sources pour cette ordonnance, et il n'y a rien qui pourrait le prouver. Si on avait un procès-verbal de rédaction, on pourrait lire, par exemple, François Ier a dit tel jour, il serait bien que... Moi, je serais tenté de dire que ce système pénal répressif est à la jonction de deux facteurs. Tout d'abord, en effet, un sentiment d'insécurité lié aux tensions religieuses entre protestants et catholiques, mais aussi du fait qu'il y avait beaucoup de vagabondage, le terme m'échappe, en tout cas des gens de guerre qui n'avaient plus de maître et qui se trimballaient de province en province. Voilà, exactement. Qui se promenaient de province en province, semant le désordre partout. Donc je dirais que oui, la répression contre les protestants y participe, mais peut-être pas totalement. Mais c'est un facteur explicatif, en effet. Et juste une deuxième observation. Il y a quelques semaines, j'ai parlé justement de future conférence avec un collègue qui lui avait déjà lu un peu le texte de cette ordonnance et me disait qu'il y avait un article notamment qui concernait le droit d'asile dans l'Église. Oui, en effet, c'est l'article 166 qui abolit le droit d'asile, le droit d'asile religieux d'ailleurs, mais... Oui, en effet, c'est le premier texte législatif français à avoir aboli le droit d'asile. En réalité, là, c'est vrai que je vous ai mis que les articles les plus célèbres. Je vous ai passé, bien sûr, tous les articles de procédure civile qui ramènent 4 délais de procédure à 2, etc. Et il y en a énormément, des articles comme ça. C'est vrai que j'aurais pu le citer.
Mais oui, en effet, c'est le premier texte législatif à avoir aboli le droit d'asile. Oui, je voudrais revenir sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts signée à Villers-Cotterêts. Vous nous avez montré donc, que c'est un texte particulièrement complexe, qui a pu nécessiter une élaboration assez longue. On peut peut-être imaginer qu'il a été préparé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, par la chancellerie autour de Collier. Oui, d'ailleurs, je dirais bien. Et que donc, c'est un peu par hasard que l'ordonnance a été signée à Villers-Cotterêts, même si François Ier est resté exceptionnellement un mois. Je doute que l'ensemble des dispositions de l'ordonnance puissent être mises au point dans un temps. Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. À mon avis, mais ça reste un avis, le texte était prêt depuis longtemps, très longtemps même. Mais en effet, il a été signé à Villers-Cotterêts un peu par hasard. C'est vrai que si la veille si François Ier s'était redéplacé à Fontainebleau, le texte eût été l'ordonnance de Fontainebleau. Et en effet, le président de la République ne pourrait pas porter son actuel projet, oui. Je vous en prie. Je me présente Alain Arnaud, je suis président de la Société historique de Villers-Cotterêts. Donc à ce titre-là, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je suis relativement d'accord avec un certain nombre de choses qui ont été dites. Et nous y sommes particulièrement attentifs, à la fois parce que nous avons vécu, par exemple, en 1989, le 450e anniversaire, où Alain Decaux, à l'époque, a fait des discours tonitruants sur la base de l'unité française. Nous y sommes aussi également attentifs parce que nous avons la chance de posséder un exemplaire original de l'ordonnance de 1539. Très bien.